troisième table ronde concernant cette fois-ci les nouvelles technologies, le numérique. On va essayer de continuer de formuler des propositions, d'être très concret. Il y a des débats sur des choix stratégiques, sur des choix politiques. C'est ce que l'on a vu ce matin, avec, si possible aussi, des solutions, des pistes pour avancer sur des véritables propositions afin que les politiques s'en saisissent pour la présidentielle. On l'a déjà vu et vous le verrez, vous l'entendrez tout à l'heure dans 3 quarts d'heure. Nous les avons sollicités. Tous ou presque ont répondu à nos sollicitations. Et d'ailleurs, ces interviews seront en longueur sur notre plateforme France Santé 2017. C'est le début, c'est le lancement, c'est le coup d'envoi. Vos contributions seront les bienvenues, que ce soit en vidéo, écrite. Et cette plateforme est faite pour évoluer, évidemment. Il y avait quelques réflexions tout à l'heure disant on n'a pas abordé tel sujet. On ne peut pas, évidemment, tout dire, mais ce n'est qu'un début. Et on espère, justement, continuer à contribuer, à nourrir ce débat avec des solutions. Donc, dans cette table ronde, Ivani Caillé, fondatrice et présidente de l'association Rénalo, présidente du think tank Coopération Patient, vous m'arrêtez si je me trompe. Guillaume Buffet, vice-président de Renaissance Numérique. Vous avez d'ailleurs écrit un livre blanc sur la santé avec 18 propositions et notamment certaines pour la santé. Uwe Diegel, président directeur général d'e-Health Labs. Voilà, c'est ça, vous travaillez autour d'objets numériques. Et Nicolas Postel-Vinet, médecin à l'hôpital européen Georges Pompidou, directeur notamment du site automesure.com et d'un autre objet, vous allez nous en parler tout à l'heure, e-Result, je crois. Et toujours Brice Teinturier avec nous, évidemment, pour voir quelles sont les attentes des Français. Avant d'entamer la discussion, je vous propose une petite traversée de l'Atlantique. Nous allons au Canada, où l'on a recours justement à l'e-santé, de plus en plus, la techno et la télémédecine. Quand on vit sur un tel territoire, le Québec fait 3 fois la France, la télésanté est du pain béni. Le professeur Beaulieu, basé à Montréal, a tout de suite compris l'intérêt du numérique avec la télémédecine. Il a lancé sa plateforme digitale React pour enseigner, échanger et bien sûr soigner à distance. Et ça commence dès le plus jeune âge. T'es prêt? Muscles? Tes muscles sont prêts? Oui. Dans la ville, je vois un violon. Alors, on a un projet de téléorthophonie en cours ici à l'hôpital Sainte-Justine. Puis ce qui est génial, c'est que les patients, les enfants, puis leurs parents, ils adorent ça. Ils sont à la maison pour leur téléconsultation en orthophonie. L'orthophoniste est ici à Sainte-Justine dans nos murs. Puis on fait une séance de téléorthophonie. Les enfants, pourquoi ils adorent ça? Mais c'est parce que c'est une technologie. Alors, ça consiste en plusieurs thérapies en orthophonie. Donc, il y a l'orthophoniste qui est ici, au CHU Sainte-Justine, le parent et l'enfant qui sont à domicile. Et donc, on a de 8 à 10 séances en orthophonie avec l'enfant et son parent, et l'orthophoniste qui est ici. Avec la technologie, le patient se retrouve encore davantage au cœur du système de soins. Deuxième exemple, un programme d'assistance ventilatoire avec visite virtuelle à domicile. Et en plus, en évitant de se déplacer, on limite les coûts et les risques d'infection. Le patient est responsable de ses soins, doit prendre en charge sa ventilation parce que nous, on n'est pas au domicile avec lui. Donc, au quotidien, c'est lui qui doit tout gérer, la prévention des infections par le nettoyage, le nombre de fournitures qu'il a besoin. Donc, nous, dès le départ, on apprend aux patients à être autonomes et ça va dans le sens que le patient est partenaire avec nous, est partenaire de ses soins. Et évidemment, ça marche sur des interventions plus techniques. Des expériences de supervision en chirurgie et de suivi de beaucoup d'autres pathologies. Un exemple concret est les services, l'accès aux professionnels, aux experts. Qu'on parle de personnes qui sont dans les salles d'urgence qu'on doit traiter, la téléthrombolyse est un exemple. Qu'on parle de patients qui sont en attente d'une greffe pulmonaire et qui doivent voir un pneumologue et qui sont en région éloignée,
La téléconsultation à distance permet de favoriser l'accessibilité aux pneumologues, aux patients. Donc, c'est des exemples concrets d'accessibilité. On fait de la télésanté pour favoriser une meilleure prise en charge par les patients de leur santé. D'autres types de soins, c'est de la téléassistance entre professionnels. Donc, des professionnels qui ont besoin d'être assistés par un professionnel plus expert dans l'administration lorsqu'ils administrent des soins. Pour être plus efficace et bien soigné, le Québec a donc adopté d'un côté la technologie et de l'autre la délégation des tâches. Et une nouvelle fois, le patient est acteur de sa propre santé. Carmen Gingras est diabétique de type 2 depuis 10 ans. Elle se débrouille seule au quotidien. Elle est suivie par une infirmière une fois par trimestre dans une clinique familiale. Plus besoin de voir régulièrement un diabétologue ou son médecin familial qui a fait suivre les ordonnances. Les ordonnances collectives ont été créées pour ça. Le médecin nous réfère le patient, nous délègue ce patient-là, nous autorise à ajuster certains médicaments pour les patients dans le but d'éviter de toujours obligé de retourner voir le médecin afin qu'ils puissent se concentrer vers autre chose. J'ai la chance d'être suivie par une infirmière seulement depuis 6 mois, mais ça fait toute une différence concernant la gestion du diabète. Mon médecin, je le connais depuis 40 ans. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est un médecin que j'adore, évidemment. Mais là, je m'aperçois qu'être suivie aussi par une infirmière, c'est assez spécial. C'est la relation femme et femme. J'apprends, je suis valorisée par ça. Je suis très, très contente de ma journée. Une vie bouleversée et simplifiée pour Carmen grâce au docteur Claude Garceau à Québec, qui a eu l'idée de former des infirmières devant le manque de diabétologues dans la province. Après une plateforme d'échange digital autour du diabète, Claude Garceau veut aller plus loin. La prise en charge de la démence, avec les suivis de la médication, la dépression. Cette année, probablement que les anticoagulants oraux, probablement aussi cette année l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. La maladie pulmonaire obstructive chronique est prise en charge en grande partie maintenant en communauté. Décidément, la télésanté se porte bien dans la belle province et sera bien demain le poumon du système médical du Québec. Alors, est-ce que comme nos cousins québécois, avec leur charmant accent, Brice Teinturier, les Français ont une attente forte aussi pour le numérique et les nouvelles technologies? Oui, tout à fait. D'abord, je tiens à souligner qu'il y a beaucoup d'éléments qui, dans le reportage, ont été soulignés autour de ces technologies-là, comme l'autonomisation du patient, une plus grande personnalisation aussi, ce qui avait été évoqué dans la table ronde précédente, la simplification, etc., qui sont des leviers possibles grâce aux nouvelles technologies. Et c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait envisagé, perçu par les Français, à condition toutefois de dégonfler une baudruche sur le niveau de pratique aujourd'hui. Vous voyez que le niveau de pratique des applications e-santé dans notre pays est encore extrêmement réduit. Quand on demande aux Français est-ce que vous faites telle ou telle chose, on est, à travers une application, on est pour mieux gérer certains problèmes que vous rencontrez, à 7% de Français qui nous disent oui, je le fais, ou à 9% qui nous disent j'utilise une application pour contrôler mon alimentation. Donc c'est encore très faible au niveau des pratiques. Mais, et le mais est important, il y a quand même une grande ouverture à cette idée-là, puisque si vous y agrégez les niveaux de ceux qui nous disent « mais je serai prêt à le faire », on dépasse dans la plupart des cas une majorité de Français. Les plus réticents, je ne vous ai pas parlé de tri jusqu'à maintenant, mais ceux qui sont les plus réticents sont un peu plus les plus âgés, sans qu'il y ait pour autant des différences colossales entre ces différentes populations. Donc une ouverture qui est importante, on est prêt à le faire même si on ne le fait pas encore beaucoup, et notamment tout ce qui concerne les applications dans le suivi des données médicales et l'échange entre patients et médecins. Là, on a l'idée que ces applications, non seulement pourraient être utiles, mais qu'on est prêt à suivre, qu'elles permettraient de suivre les marqueurs de l'évolution de sa maladie, d'utiliser aussi des outils Internet pour échanger avec des personnes atteintes par les mêmes problèmes de santé, pour mieux gérer ce qui relève d'une collecte rapide à distance de données qui vont être utiles. Ce qui est important, je crois, pour comprendre pourquoi les Français sont si propices, si prêts à faire ce genre de choses, c'est tout simplement qu'il y a un bénéfice évident
évident pour eux et qui leur semble assez simple finalement à obtenir, et un bénéfice qui répond à tout ce qu'on a vu depuis ce matin en termes de complexité, de délai, d'insuffisante coordination, d'insuffisante personnalisation. Et ce qui ressortait, moi je suis très frappé par votre reportage, ce qui ressortait du reportage au Canada finalement fait écho à ce qu'ils nous disent là. Alors les rappels de rendez-vous médicaux et l'envoi de données médicales par voie électronique, là, ce sont des pratiques, en revanche, vous le voyez, 24%, 26%, qui commencent à être utilisées. Donc non seulement on y est favorable, mais on a un Français sur 4 qui nous dit, quand il est concerné par ces enjeux, que oui, il envoie aux médecins qui vont suivre toutes les données médicales relatives à son problème de santé, ou utiliser des applications sur le téléphone portable pour se faire rappeler ou rappeler son rendez-vous. C'est quelque chose qui est déjà efficient. Donc tout cela fonctionne à un niveau faible, mais avec une potentialité extrêmement importante. Autre aspect également, qui peut être frappant ou déroutant, mais je crois qu'il faut le mettre tout simplement en relation avec le bénéfice attendu. Vous avez une très grande confiance, une très grande acceptation des Français, 78%, qui seraient prêts à ce que toutes les données concernant leur santé, dossier médical, résultats d'analyse, etc., soient accessibles à tous les professionnels de santé qui les suivent. Donc il n'y a pas de frein majeur, il n'y a pas de suspicion, d'inquiétude, aussi parce que le niveau de confiance à l'égard des professionnels de santé est très élevé. Alors c'est un peu moins vrai quand on parle de données collectées par leurs objets connectés, mais même 44%, je trouve que c'est un niveau qui reste extraordinairement élevé. On a beaucoup moins de contrôle ou de sentiment de contrôle sur ces données-là à travers des objets connectés, et pourtant, un Français sur 2 serait tout à fait prêt à le faire. Encore une fois, c'est la question des bénéfices qui motive ça. Et puis pour terminer, il y a peut-être une croyance un peu naïve, certains pourront considérer que c'est une croyance un peu naïve à l'égard de tout ce que permettrait l'utilisation de données numériques et ces nouvelles technologies en matière de santé, puisque vous le voyez quand on leur demande s'ils pensent que cela permettra de réduire pour les patients les risques d'interaction, etc., etc. Quelles que soient les données testées, on est souvent à 80% de oui, avec des niveaux d'intensité, de réponse très favorables qui sont importants. Donc peut-être que les Français surestiment ce que ces nouvelles technologies vont permettre de faire à l'avenir, mais en tous les cas, ça nous montre à quel point ils y sont favorables, à quel point ils pensent qu'elles vont permettre de créer des choses extrêmement positives. Et quelles que soient les dimensions que nous avons testées ici, je ne vais pas toutes les faire défiler, vous les voyez, mais les niveaux sont entre 60% et 80%. Il n'y a pas une dimension où il y aurait un frein. Donc c'est à l'évidence une voie à explorer, parce qu'elle répond à tous les enjeux qu'on a pu évoquer depuis ce matin, et parce que du côté des Français, il n'y a très peu, voire quasiment pas de frein majeur à une utilisation accrue au bénéfice de ces technologies et aux bénéfices anticipés. Merci Brice Teinturier. Donc cette enquête d'ailleurs vous la retrouverez en intégralité sur le site France Santé 2017 sur notre plateforme. Vous pourrez revoir chaque pourcentage. Ça corrobore ce que disait tout à l'heure Étienne Mainviel qui nous disait oui les Français quand même sont prêts et de 7 à 77 ans, voire à 87 ans, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de freins avec les nouvelles technologies. On va voir ça justement avec vous. Peut-être vous, Ivani Caillé, parce que vous l'avez expérimenté déjà à travers votre association. Le patient est au cœur grâce eh bien, à ces nouvelles technologies. Oui, Renalou est une plateforme digitale qui est née au début des années 2000 de manière totalement amateur, mais qui est devenue une communauté de patients très rapidement, alors que ça a commencé tout juste à émerger. Et je crois que si on doit analyser en quelques points les raisons qui ont fait que ça a marché dès le départ, c'est-à-dire que beaucoup de patients sont venus dès 2002-2003 chercher de l'info, échanger, se soutenir, c'est que le digital a ouvert aux patients des perspectives totalement nouvelles qui concernent en premier lieu l'accès à l'information. Jusque-là, pour avoir accès à de l'information médicale, il fallait soit demander à son médecin, soit avoir un entourage qui était informé, soit aller à la bibliothèque, à la librairie. Voilà, c'était quand même pas très simple. Et là, dès le milieu des années 90, Internet a permis d'accéder à de l'information, à des articles scientifiques. Et je crois que le premier enjeu pour les patients, ça a été de pouvoir accéder à ces éléments et d'essayer de les transformer, de les adapter, de les mettre à disposition et d'en faire aussi des objets de discussion et d'échange.
voilà, si je dois un peu analyser la manière dont ça s'est fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est mis en place. Alors évidemment, à l'époque, tout le monde n'avait pas Internet, encore bien moins qu'aujourd'hui, et donc ça concernait quand même des populations de patients très sélectionnées, très spécifiques, des vrais geeks de la première heure. Et aujourd'hui, les choses ont évolué, donc on a assisté à une vraie démocratisation du digital et de l'Internet. Les populations ne sont plus les mêmes, alors ceux-là sont toujours là, mais il y a aussi des gens qui sont beaucoup moins éclairés, beaucoup moins fans du digital et qui pourtant pour lesquels ça rentre dans leur quotidien. Qu'est-ce que ça leur apporte très précisément et aujourd'hui ça leur permet d'échanger mais d'aller en fait aussi beaucoup plus loin dans le suivi de leur traitement? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les gens qui arrivent en premier lieu sur Renalou, par exemple, mais sur d'autres plateformes aussi, c'est la confrontation à un problème de santé, la recherche de réponses, et la recherche de réponses qui ne sont pas que des réponses médicales, qui sont aussi de pouvoir rencontrer et échanger avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Ouais. Et le partage d'expériences liées à la pathologie, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans ce qui explique l'engouement des patients pour Internet. Et à partir de là, ça c'est vraiment le premier cran qui déclenche l'engagement vers ces outils. Il y a toute une palette d'applications qui peuvent effectivement en découler et qui peuvent effectivement concerner le fait que les patients deviennent plus informés, donc plus acteurs, plus impliqués, ont envie de discuter davantage avec leurs médecins, etc. Oui. Nicolas Postel-Vinet, vous également, vous avez été pionnier et vous l'êtes encore aujourd'hui. Et vous intégrez effectivement l'e-santé dans le suivi, en fait. Alors c'est exactement ça. Je voudrais dire que je représente l'avis d'une expertise et de la réalité et pas d'un enthousiasme aveugle. Pour reprendre les indications de Brice, premièrement, il y a peu de pratiques. Mais ce n'est pas un défaut, les patients ont raison. Je vais vous donner un chiffre. Une revue américaine a recensé pour l'hypertension artérielle, publié l'année dernière dans une revue internationale, 110 applications pour aider à gérer l'hypertension artérielle. Sur ces 110 applications, en anglais, 3% seulement étaient créées à l'initiative des professionnels de santé et 0% étaient validées. Donc, oui, il y a un potentiel, on est absolument d'accord, mais les preuves du bénéfice dans un sens académique, dans un sens de preuve avec des études indépendantes, le mot est important, se restent très rares dans le monde entier. Autre anecdote, vous présentez un film sur Québec. Il se trouve que le travail que nous faisons est international et on a un correspondant au Québec. Nous faisons avec les patients un recueil d'avis, de recueil de pression artérielle par Internet. Et notre collègue du Québec me dit « Ah, ça, c'est pas possible, on va t'envoyer des fax ». Alors j'étais assis, je ne suis pas tombé. J'ai dit, attends, ce n'est pas l'image que j'ai du Québec, télémédecine, le Grand Nord. C'est pas ce qu'on a rencontré non plus. Et voilà, oui. Mais moi je suis un homme de la réalité. Oui. Et tant que vous ne me prouverez pas que ce que je vois est vrai et quantifié, je ne vous croirai pas. Oui. C'est comme pour le médicament, je veux la preuve du bénéfice avant la mise sur le marché. Qu'il y ait des critères et ensuite la preuve, quoi. Après, la confiance. Oui. Entièrement d'accord et ça a été ma plus grande surprise. Nous faisons actuellement une étude sur la confiance dans notre système de relevé de pression artérielle. Nous avons un bras avec recrutement des patients et en Belgique et en France et bientôt au Canada. Et bien sûr, ce sont les médecins qui proposent le système. Donc on s'attend à une énorme confiance. Nous l'avons, des chiffres de République soviétique. Eh bien, il y a un bras Internet, on ne sait pas qui c'est. Ce sont des francophones qui viennent. Eh bien, les chiffres de confiance sont les mêmes. Donc ça me rend extrêmement perplexe. Oui. Donc vous êtes favorable, mais avec quand même un certain nombre de points qu'il faudra régler en fait à l'avenir sur cette évaluation. Il y a un côté gadget, quoi. C'est ce que vous voulez dire probablement aussi un peu, effectivement, pour certaines applications. Uwe Diegel. Oui, bonjour. J'étais très intéressé de voir les résultats de cette étude parce que c'est la première fois que je vois une étude qui est positive. J'ai tendance à penser qu'on a un problème de sémantique sur la manière dont on pose les questions aux gens sur la santé connectée. D'un côté, c'est devenu un peu trop facile de développer des nouveaux produits. Ouais. Donc, n'importe quel crétin avec une bonne idée va la mettre sur Kickstarter. Ce que l'on disait en fait tout à l'heure, quoi, finalement. Donc, tous les 2 jours, il y a un nouveau gadget qui sort, qui fait cric crac boum, et ça gadgetise l'industrie dans les yeux du médecin. Ouais. On ne pense pas à la santé connectée, on pense aux gadgets connectés. Moi, je n'ai jamais considéré que la connexion était une invention. J'étais fabricant de dispositifs médicaux cliniquement validés, la connexion est arrivée, j'ai seulement rajouté la connexion, c'était une évolution naturelle du milieu. Mais 2015, c'était très important parce que c'est la première année où le monde entier a réalisé que si ça pouvait être connecté, ça allait être connecté. Que ça soit une chaise, une voiture, une tablette, si la connexion est possible, elle se fera.
d'ici 3 ans, il sera impossible d'acheter un objet qui est non connecté. Et donc tout ça, ça va générer des bases de données tout simplement gigantesques. Le problème est, mis à part quelques exemples tels que le travail que fait Dr Postel-Vinay, généralement, on n'a pas encore commencé à utiliser ces données. Aujourd'hui, c'est tout simplement du comptage de bûches. On les met sur des serveurs, on les régurgite d'une manière un peu plus palatable. Mais le vrai enjeu, c'est de vraiment commencer à faire des croisements socio-économiques, épidémiologiques, excusez-moi. Oui. Ils disent, aux États-Unis, on parle du big data comme l'huile du futur, ce qui est en fait une très très bonne analogie. On sait tous que l'huile brute a un coût, qu'elle est valable. Aujourd'hui, je sais que le taux de l'huile était à 50,45 $ par baril, mais en fait, ce n'est pas un coût qui s'impacte directement sur nous. Le coût est seulement réel quand l'huile a été raffinée en pétrole, en produit qu'on peut utiliser, et là, ça devient vraiment utile. Et le travail que fait Dr Postel-Vinay a vraiment commencé à raffiner les données pour vraiment commencer à les utiliser, pour les transformer en produits utiles. C'est ça le futur de la médecine. En ce moment, on est tous en train d'agiter le fantôme de la sécurité des données en disant « Attention, il faut faire attention, la santé connectée, le danger ». C'est comme en 1998, quand ils ont introduit l'Internet sur l'ordinateur pour la première fois. Attention, Internet, le danger. Maintenant, on se trouve dans la même position. Il faut vraiment qu'on commence à utiliser les objets, bien sûr cliniquement validés avec des systèmes de contrôle pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais le vrai enjeu du futur, c'est de transformer cette santé. Je ne pense pas que la santé connectée soit une santé pour tous. C'est vraiment une santé pour chaque individu plutôt. Une santé pour chacun. Personnalisation, oui, bien sûr. Personnalisation de la santé. Et c'est ça ce que la santé connectée va nous apporter dans le futur. Oui. Là, vous êtes davantage sur l'exploitation que sur l'utilisation. Les Français, vous l'avez vu, Guillaume Buffet, à travers votre livre blanc, et on le voyait aussi avec Brice Teinturier à l'instant, ont quand même plutôt envie d'aller vers cette numérisation. C'est pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils y sont. Ils y sont. Oui. Alors, je trouve ça fascinant et passionnant, nos échanges. J'ai noté tout à l'heure quelques données. 18% des Français surveillent leur activité physique grâce aux objets connectés et à l'Internet. Brice, vous disiez, ça n'est qu'une toute petite proportion. Vous avez déjà vu dans votre historique d'experts des données une technologie diffusée auprès de 18% de la population, je dirais quoi, en 2 ans, 3 ans? Oui, c'est ça, en 2 ans à peu près. C'est extraordinaire. Oui. C'est incroyable. Vous avez dit, les Français surestiment sans doute l'intérêt du numérique. C'est une formidable interprétation des résultats de votre étude. Moi, je pense que tout le monde et tous les professionnels sous-estiment l'impact. Ce qui s'est passé ces dernières années. Ce qui est une autre interprétation. Mais absolument, et je la présente comme une interprétation. Et je me permettrais de faire une remarque sur vos chiffres pour les contester. Oui. Sur mes chiffres, moi, je n'ai pas donné les chiffres. Je cite les 18%. Ah, mais c'est pas les miens. Alors allez-y. Vous dites 18%, c'est formidable. Pour l'activité physique, il se trouve que c'est quelque chose qu'on travaille aussi. 18% l'ont fait une fois. Mais je sais qu'UV ne me contredira pas. Les gens ont abandonné au bout de 3 mois le système. L'activité physique pour le médecin, c'est des années. C'est la poursuite d'un comportement sur des années. Donc ce chiffre de 18%, c'est juste une photographie. Oui, moi, je veux l'ensemble de l'histoire. Il y a un autre aspect aussi, c'est que la grande majorité des gens qui utilisent un tracker d'activité, ils n'en ont pas besoin. Ce sont déjà des athlètes qui cherchent une affirmation de performance. Non, ce qui est intéressant, c'est les maladies chroniques. C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est la sclérose en plaques. Voilà. Là, ça devient vraiment intéressant. Il y a 4 semaines, Strava, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est un site collaboratif qui permet de partager ces données de sportifs, a proposé de faire une journée du vélo en travail. Il y a 78 000 personnes pendant une journée qui ont été au vélo en travail grâce à Strava. Au travail en vélo, pardon. Ça n'est pas un épiphénomène, ça n'est pas... Et balayer les sujets d'un revers de main, c'est ce qui s'est passé à travers les politiques, qu'on dit les citoyens ne sont pas assez sérieux pour pouvoir prendre en compte le sujet de la politique. C'est ce qui s'est passé avec la musique, où les majors de la musique ont dit c'est pas aux utilisateurs de parler du sujet. C'est ce qui s'est passé avec les hôtels, c'est ce qui se passe avec les taxis. À balayer d'un revers de main le point de vue de l'utilisateur, ça finit en général pas très bien pour les industriels. Je pense qu'il faut accepter, et je ne dis pas que c'est bien, il faut accepter d'avoir perdu la main. Les utilisateurs, ils ont choisi de faire les choses, mais s'il vous plaît. On ne se comprend vraiment pas. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on est là autour de cette table. Oui, absolument. Les utilisateurs avancer, ont pris la main,
J'utilise une ceinture de cardio-fréquence-mètre toutes les semaines. Je ne dis pas que c'est bien pour ma santé, j'ai aucune compétence pour le dire, mais je le fais et je le partage, et il y a énormément de choses qui se passent. C'est un élément de la santé aujourd'hui, et c'est l'utilisateur qui l'a décidé. C'est à prendre en compte, sinon on est mal barré. Brice Tintoriez, juste une réflexion, et ensuite Nicolas Postel-Vinet. Juste simplement, personne, je crois, en tous les cas pas moi, ou alors je me suis mal exprimé ou mal fait comprendre, personne ne dit qu'il n'y a pas là des sources très importantes pour les Français, ou qu'il n'y a pas un phénomène extrêmement important. J'ai au contraire souligné que si on prenait le total entre ceux qui nous disent qu'ils le font déjà et ceux qui sont prêts à le faire, il y a un potentiel très important. En revanche, je pense que pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Quand on a 7% de Français qui nous disent « oui, j'utilise une application pour mieux gérer certains problèmes que je rencontre en matière de stress ou de sommeil », ce n'est que 7%. C'est juste ce que je dis. Le phénomène aujourd'hui, le phénomène aujourd'hui n'est pas un phénomène massif. En revanche, je vous retrouve tout à fait... Ou alors, on ne croit plus du tout aux données qu'on peut collecter, mais c'est un autre débat à ce moment-là. En revanche, je crois tout à fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut s'amplifier très rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec vous que sur des technologies nouvelles, il y a un taux de pénétration et d'accélération surtout qui peut être important. Mais je crois qu'il faut tenir les deux niveaux d'analyse. Aujourd'hui, c'est une pratique en termes de comportement qui est encore relativement restreinte. En revanche, son accélération et son potentiel est extrêmement important et ses effets induits peuvent l'être aussi extrêmement. Oui. Nicolas Postel-Vinet. Un exemple sur les usages. La cigarette électronique est quelque chose qui est arrivé des usages d'un garage chinois et qui a franchi toutes les barrières, alors que c'est un produit qui délivre la nicotine, de la réglementation. C'est arrivé dans toutes les rues. 3 ans plus tard, ça fait le New England avec des évaluations. Donc, les gens qui publient pour voir si la cigarette électronique a un intérêt dans le sevrage tabagique, qui est un problème de santé majeur, respectent les usages. Et donc, quand j'ai émis des réserves, c'est qu'il ne faudrait pas croire que je ne respecte pas l'utilisateur et les usages. L'automesure tensionnelle a été dans les années 80 avec les appareils oscillométriques japonais flambé contre l'avis des médecins et les patients avaient raison. Et il y a un moment, l'expertise est capable de dire que les patients ont raison. En revanche, je n'aime pas les allégations ni les interprétations un peu trop éloignées d'un chiffre qui est ponctuel et qui a besoin d'être analysé dans le détail et en matière de santé connectée dans la durée. Yvan Caillé, peut-être. Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur l'importance des usages et en particulier pour ce qui concerne les maladies chroniques. On voit que la plupart des apps aujourd'hui sont peu utilisées ou le sont pour une durée très courte et sont très vite abandonnées. En fait, il y a une raison à ça, c'est qu'en général elles sont conçues sans les patients, elles ne correspondent pas à des besoins réels. Donc voilà, là, il y a un vrai problème. L'absence de co-construction des solutions, ça conduit quand même globalement à des échecs. Et puis le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur ce que vous avez dit sur la prise en compte des usagers, des consommateurs. Je crois qu'en médecine, on est sur un des derniers domaines où on est encore dans le déni de la prise en compte de l'avis des consommateurs, de l'avis des usagers, des patients. Et là, on n'en a pas parlé. Enfin, je crois que dans les items du sondage, on est plutôt sur des questions de prise de rendez-vous, d'habitudes alimentaires, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une dimension qui va fortement se développer dans les années qui viennent, qui est la participation des patients à l'évaluation de la qualité des soins et la liberté de choix des patients qui va en découler. Ce qui s'est produit pour les hôtels, pour les taxis, etc. Je pense que ça va s'incarner de manière très forte dans cette dimension de citoyenneté des patients qui aujourd'hui existe très peu et qui va émerger. Oui, Guillaume Buffet. Juste, on revient un petit peu au sens des mots, quoi. Patient, quelqu'un a prononcé tout à l'heure impatient, on peut dire passif aussi, et il est clair qu'une proportion croissante, dirons-nous, des citoyens ont envie. Et c'est pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils s'impliquent dans cette vie-là. Je vais vous faire un petit parallèle en 1 minute, très osé, mais d'une situation très récente. Entre 1999 et 2015, vous savez peut-être que traverser le parvis de la Défense à vélo était illégal. Le 4 mars 2015, il y a un internaute qui a publié un petit message sur Facebook avec une photo de nouveaux panneaux qui venaient d'être mis partout dans la Défense en disant « il est interdit de traverser le parvis de la Défense en vélo ». 5 mars, 6 mars, les choses progressent. 7 mars, un certain nombre de politiques du parvis de la Défense sont interpellés. Et le lendemain, un petit entrefilet
dans Le Parisien, dit à partir du 13 avril 2015, nous allons expérimenter le partage du parvis de la Défense entre les cyclistes et les piétons. Entre 1999 et 2015, les associations historiques reconnues, les professionnels, les politiques avaient essayé dans tous les sens de trouver un moyen d'autoriser ou de faire passer les vélos sur la Défense, et personne ne s'était dit qu'il suffisait de les faire passer au même endroit. En quelques tweets, en quelques messages vidéo sur Internet, le sujet a été résolu. Ça a coûté 0 et c'est venu de l'utilisateur. 15 ans de résistance, une solution qui vient de l'utilisateur. L'internaute en question, c'est moi qui l'ai fait. Donc je vous raconte l'histoire de l'intérieur. Mais il ne faut pas opposer, s'il vous plaît, le citoyen, le patient et les professionnels. Et je pense qu'en réussissant à écouter nos concitoyens, on va pouvoir trouver des solutions dont on n'a pas la moindre idée aujourd'hui. Non, mais je pense que finalement, vous êtes à peu près d'accord. Après, c'est une question probablement d'interprétation. C'est vrai qu'il y a un potentiel formidable avec le numérique, le digital. D'ailleurs, vous en êtes tous convaincus autour de cette table. Reste maintenant à le prendre en compte et comment l'intégrer en y associant peut-être, et là c'est peut-être une ouverture, à la fois donc les patients, qui sont au cœur effectivement de ce parcours, et puis les professionnels de santé. Uwe Diegel, non? Je reviens sur quelque chose que Dr Postelvina a dit sur la validation des applications. Aujourd'hui, il n'y a que 113 applications médicales qui ont été validées par la FDA. Donc ça, c'est sur 1,3 million d'applications qui existent sur iOS et 1,2 million qui existent sur Google Play. Et aussi sur ce que disait Ivani, c'est qu'on est tous en train de parler de la non-utilisation des données, des appareils, que les gens ils arrêtent de les utiliser après 2-3 mois et qu'ils passent à autre chose. Mais il faut vraiment différencier à ce sujet ce qui est le bien-être connecté et la santé connectée. Moi, j'ai des patients diabétiques, des patients diabétiques qui, depuis 5 ans, m'envoient leurs données quotidiennement. Aujourd'hui, j'ai un programme en place avec la Fondation du Cœur américaine où tous les jours, j'ai 1,1 million de patients qui envoient leurs données à la Fondation du Cœur, données de tension artérielle et de viscosité artérielle. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'appeler le data for good, où les patients ils choisissent de partager les données plutôt que d'agiter le fantôme de la sécurité des données, comment revenir un peu plus... Mais le grand enjeu, c'est quand on commence à utiliser les objets de santé connectés par rapport au bien-être connecté. Par santé connectée, je veux dire qu'ils sont enregistrés à l'ANSM, ils sont cliniquement validés, ils sont remboursés par la Sécu. Je veux dire, mes glucomètres sont remboursés par la Sécu. Après validation, donc. Hein. Mais mes glucomètres sont remboursés par la Sécu. Ils ne sont pas remboursés parce qu'ils sont connectés. Ils sont remboursés parce qu'ils sont cliniquement validés. C'est ça la grande différence. Et quand on a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, on est défini par son mode de vie. Moi, je suis diabétique, tout le monde le sait, je suis défini par mon diabète, je viens d'une famille de diabétiques. Et donc, tout ce qui va m'aider à avoir une vie meilleure, à mieux vivre, devient essentiel. Et le fait est que la santé connectée est tout simplement un instrument fabuleux de communication, de gestion de pathologies chroniques. Et c'est ça ce qui va transformer l'utilisateur en acteur de la santé publique. Parce que c'est ça ce qu'on a besoin de faire. Le grand enjeu, c'est de transformer l'utilisateur final, le patient, en acteur de la santé publique. Nicolas Postelvinae. Pour aller dans ce sens et dans l'utilisation des objets connectés, je vais revenir à ce qu'on a dit ce matin. C'était 1, l'accès aux soins, et 2, la notion de triage. Il faut savoir qu'un appareil connecté, il doit être validé, le capteur doit être fiable. Deuxièmement, il faut que la valeur mesurée soit pertinente. La pression artérielle, la saturation en oxygène du sang, la glycémie ou le nombre de pas n'ont pas la même pertinence pour les mêmes pathologies. Et après, il faut que l'algorithme qui soit associé soit également validé. Ça, c'est complexe. Et dans l'utilité possible d'un algorithme, c'est éventuellement, à partir des données captées, être capable d'influencer sur le degré d'urgence ou la gestion du parcours des rendez-vous, être capable d'influencer sur l'apparition de signes d'alerte à une mauvaise tolérance d'un traitement. Ce matin, on parlait des biothérapies dans le cancer. Il faut savoir que les biothérapies orales au domicile ont pour effet secondaire une très forte élévation de la pression artérielle. Ça, un objet connecté est capable de rendre dans son algorithme, de prendre en compte dans son algorithme cette donnée, et l'écriture du programme peut déclencher vers l'utilisateur qui reste maître absolument au milieu de tout d'une information qui consiste de dire c'est plus ou moins urgent 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3 couleurs de contacter tel ou tel professionnel, soit en délégation de tâches, soit le médecin référent, ce que vous voulez.
Donc l'enjeu actuel sur lequel nous sommes peu à travailler, c'est l'écriture de ces algorithmes qui répondent aux questions posées ce matin. C'est est-ce que les objets connectés peuvent intervenir dans les questions d'accès aux soins, dans les questions de triage, dans les questions d'autosurveillance et dernier point, dans certains autodiagnostics. 100% de la population doit se faire prendre la pression artérielle, mettons une fois tous les 2 ans. 30% de la population adulte est hypertendue. Et parmi ces 30%, 5% des maladies rares quand ils sont jeunes. Donc le triage de l'algorithme n'a pas simplement pour objet l'autosurveillance, mais parfois aussi se dire il faut que je sache proposer un bilan complémentaire à ce profil de personnes, quitte à ce que certains examens complémentaires soient normaux et entre guillemets inutiles. Mais on ne trouve pas des maladies rares sans pécher un peu large. Et donc l'algorithme, c'est un filet. Et les experts sont là pour dire j'écris des filets à grosse maille, à petite maille. Les économistes pour leur dire alors là, si vous mettez tel curseur, vous allez faire trop dépenser. C'est un travail de toutes les équipes, évidemment avec les patients. Les premiers qui ont écrit ça, c'est 1998, Angela Coulters du NHS, qui a dit vous ne faites maintenant plus rien sans que tout soit relu et examiné par les patients. C'est ce que nous faisons, bien sûr. Donc ce sont de nouvelles pratiques. Oui. Pourquoi il y a si peu de professionnels, effectivement, qui sont intéressés à ces travaux, qui travaillent? Ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas sollicités. Il y a plusieurs réponses à cette question, mais je pense que tu es... Parce que finalement, c'est l'un des moyens, puisqu'on est là pour des pistes et des solutions, c'est l'un des moyens d'accélérer le mouvement. Certainement, ça va faciliter les diagnostics, mais il y a aussi faciliter le suivi du patient. Mais on a un problème en France, et je dis ça sans porter préjudice, parce que j'aime la France beaucoup plus que la grande majorité des Français. C'est un privilège pour moi d'habiter ici. Vous avez d'un côté le meilleur système de santé au monde. C'est fabuleux, il est reconnu, c'est la santé, c'est le berceau de la civilisation médicale. Même si on le mettait un petit peu en cause et en doute tout à l'heure. Oui. Mais d'un côté, il est très mauvais pour la santé préventive. Parce que du point de vue du patient grand public, c'est fabuleux d'être malade. On a un arrêt de travail, on est payé, la Sécu paye pour tout. Donc quel est l'intérêt de faire de la prévention? Dans les pays nordiques, comme on a vu sur le film à Stockholm ce matin, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que le gouvernement dit ce n'est pas ma responsabilité si tu es gros. Il pousse les gens à eux-mêmes prendre soin de leur santé. Et le fait que la santé soit gratuite et tellement accessible à tout le monde, ce qui veut dire que ça réduit le temps de visite à un médecin généraliste à Paris entre 9 et 12 minutes. Comment voulez-vous qu'un médecin fasse de la santé préventive quand il a 9 à 12 minutes pour voir le patient? C'est tout simplement impossible. Donc ça, c'est un axe. Et à nouveau, quand le patient il arrive et toutes les données sont déjà, les données d'automesure à domicile sont automatiquement déjà envoyées avec la permission du patient, bien sûr, dans le dossier médical du patient, ça va faciliter le diagnostic. Le médecin ne veut pas recevoir toutes les données du patient, mais il voudrait bien être alerté s'il y a quelque chose d'anormal. Ouais. Guillaume Buffet, dans le secteur médical, comme j'imagine dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, il faut qu'il y ait cette intégration, cette implication des gens concernés, des professionnels concernés. Alors oui, alors là je vais dépasser uniquement le secteur médical. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a un rapport du Conseil national du numérique l'année dernière a été fait sur la culture numérique. Et en général, quand on parle de la culture numérique, on se dit d'Amned à l'école en France, on n'apprend pas assez le numérique aux enfants. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'on n'apprend pas non plus le numérique aux adultes, on n'apprend pas le numérique aux dirigeants, on n'apprend toujours pas le numérique à l'ENA. Je ne sais absolument pas si on apprend le numérique dans les formations cursus médicaux en France. Mais voilà, c'est peut répondre, on verra tout à l'heure dans la salle, les médecins qui s'impliquent dans le sujet, c'est parce que ça les passionne à titre personnel. Et ils ont le droit de ne pas être tous passionnés. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de littératie, comme on dit, numérique, particulièrement en France pour le coup. Oui. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas d'ordinateur ? Voilà. La réponse est là. Hein. Je veux dire, le fait est que c'est déjà inscrit dans l'utilisation commune des gens. Tout le monde utilise un ordinateur, tout le monde utilise Quelqu'un ici n'a pas de téléphone portable ? Non, bien sûr que non. Alors, non, mais moi, mon sujet n'est pas du tout de dire qu'il faut apprendre aux gens à taper sur un clavier ou à utiliser un téléphone portable. Absolument pas. Juste, dans la plupart des cas, quand on parle numérique, on fait un PDF du monde d'avant. Et
Dans le monde de la santé, si on fait un PDF de la santé d'avant avec le numérique, on ne résoudra aucun problème. Pour moi, l'enjeu du numérique, c'est un changement de relation entre les individus, c'est l'empowerment des utilisateurs, c'est une innovation qui sort d'endroits qui n'étaient pas imaginés au départ, et c'est ça qui m'intéresse. Tant qu'on reste dans un modèle pyramidal, avec des dirigeants qui savent et des utilisateurs qui ne savent pas, on se prive de toute une partie de l'innovation. Et vous regardez secteur après secteur, l'innovation, elle sort de là où on ne l'attendait pas. Oui. Et il faut qu'on réussisse à faire la même chose dans tous les secteurs. Ensuite, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être attentif, ce n'est pas pour autant que l'analyse scientifique n'a pas de valeur. Dans mes équipes, la première chose que j'ai fait quand j'ai pu le faire, c'est que j'ai monté une équipe de chercheurs. Donc c'est absolument indispensable. Mais écouter, ça n'est pas la même chose que décider. Et si on se prive de l'écoute, on ne pourra pas innover. Nicolas Postel-Vinet, sur ce point. Oui, je suis un peu sec. Les médecins écoutent quand même de temps en temps, donc oui. Je ne sais pas quoi dire. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun doit vivre, doit travailler, doit s'inscrire dans une activité professionnelle, gagner sa vie. Et actuellement, le système universitaire ou le système de soins, quand on est généraliste, c'est l'emploi du temps, ne favorise pas l'expertise sur les nouveaux objets. Mais c'est en train de changer depuis 2 ans. Les financements arrivent au compte-gouttes, mais sont en train d'arriver. Oui. Et pour les patients, en revanche, c'est allé beaucoup plus vite quand même, finalement. C'est allé plus vite parce qu'ils se sont emparés d'outils qui étaient devenus disponibles, accessibles, etc. Mais on voit l'attitude des médecins face à l'empowerment des patients qui est quand même extrêmement variable. Il y a une partie d'entre eux qui l'acceptent et qui constatent qu'en effet, ça va enrichir la relation, ça va être bien plus intéressant, etc. Et puis d'autres qui restent très réservés parce qu'ils se sentent un peu challengés, parce que ça implique aussi un rééquilibrage des pouvoirs. Donc voilà, c'est une forme de révolution culturelle quand même, d'accepter que les patients soient plus présents, plus impliqués, posent des questions, etc. Participent à la décision. Ouais. Brice Teinturier. Je crois que ce que ce débat confirme et ce que l'enquête aussi montre, c'est qu'il y avait 2 ou 3 mythes qui ne sont pas du tout validés, qui sont même déconstruits. Premier mythe, les Français seraient structurellement attachés à la relation physique et ce serait un frein à l'égard du développement de la e-santé. On voit bien que ce n'est pas vrai, que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va se substituer, mais en tous les cas, il n'y a pas un frein de cette nature. Deuxième mythe, c'était les Français vont répugner à laisser des données comme ça sur leur état de santé circuler sans un contrôle. Mais pas du tout, parce qu'ils y voient encore une fois un bénéfice. Et troisième élément, mais pour résumer tout cela, je pense qu'une technologie en elle-même ne suffit pas à bouleverser un ordre établi. On peut écrire, il y a eu des ouvrages là-dessus, l'histoire des technologies qui ont fait des flops ensuite. En revanche, quand elles rencontrent un besoin, un usage, et qu'elle est en plus dans le domaine de la santé certifiée ou validée, là évidemment il y a des applications majeures, et que cela change la relation entre les patients et les sachants, comme on disait à une époque, c'est une évidence, c'est la révolution numérique, c'est ce qui se passe dans tous les domaines, et là-dessus je crois qu'on est tous d'accord. Ça la change au niveau aussi économique. Si la directrice de mon hôpital savait que je répondais par mail à l'hôpital pour éviter aux patients de venir faire des déplacements inutiles, elle me dirait « Mais attendez, moi, monsieur, vous êtes gentil, mais à la fin de l'année, moi, il faut que des pouvoirs publics, j'ai tant pour mon hôpital et l'activité. Ce que vous faites n'est pas coté, donc vous n'existez pas. Et je vous demande même de ne pas travailler là-dessus. » Donc, le numérique... autant relation patient, en fait, à ce qu'on disait tout à l'heure, tout changer, il va falloir rééquilibrer au-dessus le monde économique. Donc là, on est des pionniers, on est convaincu que c'est intéressant. Il va falloir qu'en amont, en 2017, on trouve des équilibres budgétaires, relationnels pour ce changement qui est arrivé. Il faut éviter les conflits. Comment renverser un peu la table pour ça ? Mon travail, c'est d'évaluer les usages, d'évaluer la pertinence médicale des objets, et je suis tellement heureux de ne pas être politique et pas responsable financier. Juste pour comment renverser, l'idée qu'il y ait une insuffisante culture du numérique en France est une idée tout à fait exacte. On a fait récemment une enquête auprès des chefs d'entreprise sur leur perception du numérique. Est-ce que pour eux c'était en gros une mode ou un changement simplement des manières de procéder, ou est-ce que c'était une révolution de fond qui changeait le modèle économique même? Et on s'aperçoit que les chefs d'entreprise français n'ont pas compris ou sous-estiment ce que le numérique va transformer profondément dans les modèles de valeur et dans les modèles économiques. Tous les travaux qui ont été faits aussi au niveau étatique pour essayer d'affiner et de développer cette culture du numérique vont dans le même sens. Donc ça, je crois que là-dessus, on a un point d'accord évident. Il y a une culture numérique qui est insuffisamment développée.
Est-ce qu'elle passe ensuite par de la formation continue, par de l'usage tout simplement quotidien? Je crois qu'il y aura les deux, par des éléments plus classiques ou plus top-down, peut-être un peu aussi. Mais le fait est que nous ne sommes pas un pays où la culture numérique est particulièrement développée. Oui. Guillaume Buffet, un point et ensuite vos réactions dans la salle avant de passer à l'autre table Sur ronde. ce sujet de culture numérique, je vais terminer par un cas très précis. Dans la culture numérique, il y a celle de l'erreur. Apprendre à se tromper. On apprend de ses erreurs. J'ai entendu depuis ce matin plein d'exemples de gens qui disent « Moi, en Normandie, nous ici, qui ailleurs, nous par petits groupes, on expérimente, on teste et on identifie des résultats. » Il me semble évident, et dans ma culture numérique, qu'à partir de ces expérimentations, on comprend des erreurs et on met à l'échelle ce qui fonctionne. Pour faire ça, il faut mesurer. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de mesurer. Ça me semble assez évident sur la majorité des sujets. On en revient au sujet du dossier médical personnel. Personnalisé, bien sûr. Ouais. Mais c'est ahurissant, se dire. Enfin, quand j'ai entendu tout à l'heure, on peut espérer que d'ici quelques années, peut-être, on le mettra en œuvre, mais je tombe de ma chaise. Enfin, non, mais c'est terrible, mais tous ici ensemble, un ancien ministre, notre pouvoir politique et économique dans cette salle est énorme. On ne peut pas dire c'est terrible. C'est à nous de nous bouger les fesses pour faire en sorte que ça avance. C'est incroyable, quoi. Donc on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas les données. Ouais. Et une fois qu'on aura les données, si on les a contre les utilisateurs, ça se passera bien parce qu'ils ne voudront pas les partager. Donc il faut trouver le moyen pour que les gens soient contents de partager leurs données de santé. Brice, j'ai trouvé ça fantastique qu'en effet les Français soient heureux de partager leurs données avec leurs médecins, qu'ils se posent des questions sur le partage des données des objets connectés. C'est indispensable parce qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Voilà, mais enfin, je pense qu'on a besoin dans les mois qui viennent d'un électrochoc pour se dire, écoutez, cette pantalonnade du dossier médical personnel, ça ne peut plus durer. Ouais. Alors, en tout cas, ça contribue, ce débat contribue à alimenter cette réflexion. Vous vouliez réagir, Nicolas Postel-Vinay? Juste une remarque sur les erreurs. Il faut que nous progressions dans notre culture de publication des causes d'échec. La recherche a tendance à publier des résultats positifs. Dans les objets connectés, ça a été publié comme surestimant. Ça fait partie du rôle que j'ai un peu joué d'être à contresens. Mais si tout le monde est d'accord, ce n'était pas la peine. Mais la publication des erreurs est très importante. Je coordonne un programme de télémédecine pour l'ARS Île-de-France. À tous les comités de pilotage, je parle des difficultés qui sont toutes gommées dans les comptes rendus, donc M. Evin ne peut pas avoir accès à ces données, mais nous publierons les causes de notre échec. Et pour le dossier médical personnel, il se trouve que j'étais au ministère à cette époque, je connais un peu l'envers du décor, il y avait une obligation des cabinets ministériels, et pas seulement le ministre qui a été cité, mais celui d'après également, de ne pas publier les causes des échecs. C'est dommage, les anglo-saxons le font. Et j'en terminerai là. Il y a un article formidable du BMJ sur la télémédecine dans la prise en charge au domicile des insuffisants respiratoires, des enjeux économiques majeurs dans le monde entier et dans la France. Et ils expliquent pourquoi leur système algorithmique d'objets connectés a eu l'effet contraire, a augmenté les dépenses de santé et n'a même pas eu de bénéfices cliniques. Donc, ça dire yaka, c'est facile, ce n'est pas ma culture. Dans les écoles britanniques, mon associé vit à Londres. Ses enfants sont passés du système français au système britannique à la rentrée dernière. Le jour de la rentrée, on leur a donné une brochure. Dans la brochure, il y a une phrase de Michael Jordan qui dit « J'ai joué je ne sais pas combien de milliers de matchs de basket toute ma vie. J'en ai perdu beaucoup. À 27 reprises, on m'a donné le ballon à la dernière seconde pour marquer le panier de la victoire. Et à 15 reprises, j'ai raté. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » Et on donne ça aux enfants à la rentrée de seconde dans les écoles britanniques. On laisse réfléchir. Oui. Vos réflexions, vos questions avant de passer à la table ronde suivante. Oui, allez-y. Jean-Hugues Magnot pour le CERID, je suis un médecin et je voudrais témoigner avec humilité d'une expérience de suivi des patients diabétiques. Donc nous suivons plus de 1000 patients sur 5 centres en France. Et puis nous avons inventé avec des partenaires un dossier connecté, un service connecté qui s'appelle Diabéo. Il est évalué sur à peu près 1000 patients en France et sur 25 centres hospitaliers. Et donc, je voulais témoigner de quelques éléments sur ce service de suivi des patients. D'abord, pour vous dire que ce que les patients nous disent, c'est qu'ils sont heureux de pouvoir avoir
un contact avec des professionnels de santé au bon moment. Au bon moment, pour un patient diabétique, ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas avoir quelqu'un ou un fil à la patte qui vous suit en permanence. C'est de pouvoir avoir une interprétation de ces chiffres, de pouvoir avoir une réponse à ces questions au bon moment. Et ce n'est pas le médecin qui peut faire ça. Parce que le médecin, chez nous, il est très occupé, il a très peu de temps, vous l'avez dit. Donc ce sont des infirmiers experts qui sont connectés et qui peuvent faire le lien, analyser les résultats, faire le lien entre les résultats du patient, les échanges qu'ils ont avec les patients et le médecin qui a l'information au bon moment. Voilà, alors ça c'est une expérience, soyez-en fiers, c'est une expérience française réussie qui est déposée aujourd'hui pour évaluation chez nos gouvernants et qui va se répandre dans le monde entier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on suit les diabétiques au quotidien et qui va rendre de grands services. Merci donc pour ce témoignage. D'autres réactions? Stéphane Rosès et oui, ici. je voudrais, dans le prolongement de ce qu'a dit Brice Teinturier, il n'y a pas de culture numérique en France, faire part effectivement d'une intuition. Pas mettre la main sur l'antenne, la main au milieu du micro. Oui, oui. Voilà. Et vous interpellez ensuite sur ce qui se passe au niveau de la médecine. Le paradoxe français dans le rapport des Français au numérique, c'est que dans les pratiques, les Français sont très en pointe. Et les jeunes Français peuplent la Silicon Valley. Les Français sont les deuxièmes en termes d'invention d'applications Apple. Donc, dans les pratiques, le rapport des Français au réel leur permet d'être beaucoup dans l'innovation. Et en même temps, effectivement, il y a un problème pour les Français de penser la profondeur de ce qu'est la mutation numérique et une difficulté des politiques et de certains grands patrons et travaillant pour des entreprises sur les sujets de digitalisation de prendre la mesure des choses. Sans doute parce que pour les Français, le réel procède de la raison, du haut, de la généralisation et de l'abstraction. Or, le numérique, c'est tout le contraire. C'est le bas, c'est l'usage, c'est la dissémination, c'est l'expérimentation. Et donc là, il y a effectivement un problème français auquel je rajoute que si on dit révolution, transition, le français doit se dire traditionnellement, mais où va-t-on ? Or, le propre du numérique, c'est que le sujet n'est pas où on va, le sujet, c'est d'y aller, l'efficience par les nombres et les algorithmes. Alors, l'interpellation que j'aimerais bien faire à la table sur la question de la santé, c'est qu'on comprend au travers de cet échange et d'autres qu'il y a d'un côté des données dont l'usager transmet et il souhaite effectivement être acteur de sa santé, et puis de l'autre, il y a l'expertise. Et souvent, le débat premier est une opposition entre, d'un côté, les données, l'usager qui pourrait s'approprier les choses, et puis de l'autre, l'interprétation des données et l'expertise. Et donc, me semble-t-il, le sujet, c'est effectivement comment on arrive à faire travailler ensemble les deux, parce que très certainement, le fait que les professionnels de santé n'aillent pas sur le numérique, c'est qu'il y a l'intuition qu'il y aurait derrière une perte de contrôle, de savoir, d'expertise, ce que personnellement, je ne pense pas. Je pense au contraire que plus il y a de données, plus il y a de précision, plus il y a de ciblage, plus c'est important de... Mais c'est peut-être plus des généralistes que des spécialistes. La spécialisation des données percute la spécialisation des professionnels de santé. Par contre, redonne sens aux professionnels de santé qui sont à même de considérer l'individu comme un tout. Ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, sur comment bien évaluer les critères, les données. Bon. Oui, merci. Une courte réponse, oui, effectivement, peut-être, Guillaume Buffet ou Uwe Diegel. Et puis ensuite, une autre réflexion. Je reviens à quelque chose que monsieur vient de dire. J'entends souvent les mêmes platitudes que l'ubérisation de la santé, le médecin va disparaître, va être remplacé par la technologie. C'est qu'il y ait d'une débilité sans fond. Excuse-moi, mais je veux dire, un taxi, c'est une voiture qu'on appelle et qu'on paye pour nous amener de A à B.
Un Uber, c'est une voiture qu'on appelle et qu'on paye pour nous amener de A à B. Leur rôle est identique, c'est tout simplement la méthode qui a changé. Et de la même manière, la méthode du médecin est en train de changer, de la même manière que le médecin d'aujourd'hui n'est pas du tout le même médecin qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est que si le médecin ne commence pas à utiliser ces nouvelles technologies, qu'il va disparaître. Ouais. Donc c'est pour moi, c'est Et avec évident. le service rendu ensuite, et il faut être capable de l'évaluer. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour, Donc, présentez-vous. Bonjour, oui, donc je suis Camille Vaziaga, je suis la déléguée générale de Renaissance Numérique. Je voudrais parler au nom de 3 casquettes. Celle-ci, je suis aussi bénévole pour plusieurs associations de patients qui mettent en place des plateformes de suivi pour des maladies chroniques. Et je suis moi-même patient expert. Et je voudrais juste resituer du coup le débat. Dans le début, on parlait, voilà, j'ai entendu le numérique dans la santé, c'est aussi des jeunes dans un garage qui font des applications sans beaucoup de certification. Mais je voudrais aussi resituer le fait que dans mes expériences, dans les 3 derniers hôpitaux que j'ai eu la chance de fréquenter, on prenait mes constantes sur son poignet, sur une serviette en papier ou sur un bout de papier. Et sincèrement, quand je voyais ça et je mesure mes mots et je sais ce que ça veut dire en tant qu'experte aussi du numérique, j'aurais voulu que Google rachète un hôpital. Sincèrement, c'est assez... voilà. Donc, je voulais juste dire aussi que le numérique dans la santé, au-delà de toutes les applications qu'on balaie d'un revers de main en disant mais c'est des gadgets et personne ne les suit, c'est aussi d'abord ça, en fait. C'est équiper les hôpitaux, avancer sur le DMP et moderniser un peu tout ça pour fluidifier. Je voudrais juste dire quand même qu'on a perdu une fois mon dossier pour cause d'inondation. Et en fait, vraiment, quand on est expert du numérique, c'est impossible de comprendre ça. Ouais. Voilà. Merci pour ce témoignage. Une dernière peut-être réflexion ici. Oui. Oui, ici. Oui. Allez-y, merci, pardon. Simplement, je voyais votre oui. intéressant film sur le merveilleux monde de la télémédecine au Québec. Il se trouve que je suis québécois moi-même, vous l'aurez entendu. Il y a une histoire à la télémédecine au Québec qui vaut la peine d'être racontée quand même, et je pense que Claude Evin pourra confirmer. C'est en fait, c'est la 2e fois qu'on a de la télémédecine. Il y a eu une première fois à la fin des années 90, il y a eu beaucoup d'argent, et ça n'a pas fonctionné. La raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est que les entreprises sont arrivées et on a présenté des produits conçus par des ingénieurs. Après, on a recommencé de zéro avec des moyens techniques très simples. Et ça, ce n'était pas du tout le cœur du problème. Le cœur de la question, c'était l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour faire travailler nos professionnels ensemble? Comment est-ce que la technologie s'adapte aux pratiques actuelles et réelles des professionnels de santé? Pas dire, écoutez, maintenant vous avez cette télécabine et c'est comme ça, et point. Comment est-ce qu'on s'assure que quand on fait faire un examen par une infirmière inuit à 6000 km, il y a effectivement quelqu'un au bout du fil à l'hôpital Sainte-Justine pour répondre. Donc, il y a eu un travail colossal de conception des réseaux, des protocoles, des corridors de soins, des liens entre organisations qui ont été faits avant. Et ça, on ne le voyait pas, évidemment, dans la vidéo, c'est moins glamour. Mais le recueil des politiques de gestion en matière de télémédecine à l'hôpital McGill, c'est quelque chose qui fait 400 pages. Oui. Donc, il y a un travail énorme à faire en amont pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer cette technologie-là et surtout que la technologie corresponde aux usages réels et aux pratiques cliniques réelles. Donc, tant que cette réflexion-là n'est pas faite, ça ne sert à rien d'arriver avec d'énormes machines. La télémédecine dans le nord du Québec, ça a commencé avec Skype. Donc, ça, c'est n'importe qui. Ouais, tout le monde peut en faire une téléconsultation. Ou même avant Skype, on avait au Québec des téléconsultations par téléphone. C'est la ligne Info Santé. Et tous les Québécois peuvent appeler et ils ont une infirmière au bout du fil. Ouais. Donc, ce n'est pas une question de frontières technologiques, il s'agit d'une question d'organisation. D'organisation avec davantage les que de technologie. Je pense peut-être une dernière réflexion et puis juste... oui. Et on va conclure en fait ce débat parce que sinon nous serons encore là au moment du goûter. Non, moi je voulais juste très rapidement, parce que je trouve qu'on est allé peut-être un peu vite sur la question posée par M. Rosès. Au fond, il y a quand même un vrai sujet dans la présidentielle 2017 vis-à-vis du numérique, c'est de penser, je crois que ça a été dit par un des membres de cette table ronde, c'est de penser le sujet en perspective. C'est pas dans le rétroviseur qu'il faut penser le numérique. Alors ça nous lance dans des exercices de prospective qui sont toujours
très dangereux. Mais ça a été aussi mentionné par la dame juste après, c'est qu'il y a une vraie question quand même sur la modification que le numérique va entraîner sur l'ensemble du système. Donc il y a un affranchissement quand même des patients par rapport aux professionnels qu'on pointe d'une manière assez évidente. Il faut se poser quand même la question, vous l'avez dit, dans l'organisation, mais aussi dans les relations humaines avec les professionnels. On commence à voir des patients venir en consultation qui ont déjà des idées très précises sur leur sujet, mais parfois, c'est aussi erroné. Ouais. Et donc, le professionnel peut réagir d'une manière un peu défensive par rapport au numérique. Vous avez cité les hôpitaux. Il y a déjà des hôpitaux numériques qui existent à Abu Dhabi ou Séoul. Des grandes structures essaient de développer un raisonnement où, au fond, on voit des spécialités, la réanimation qui va rester parce qu'il y a une expertise technique qui ne peut pas être substituée, des grands data centers. Mais par exemple, d'autres spécialités comme la gastro-entérologie ou la diabétologie, progressivement, probablement, n'auront plus de raison d'être à l'hôpital. Et la dernière question, je voulais juste terminer là-dessus, c'est le rôle de la médecine primaire. Parce que, pour être un tout petit peu provocateur, on parle beaucoup du renforcement de l'offre de soins primaires, mais dans la loi Obamacare, un des conseillers d'Obama, justement sur l'évolution du numérique, a évoqué le fait que sur beaucoup de phases et d'actions de l'offre de soins primaires, le numérique pourrait se substituer aux médecins de l'offre de soins primaires. Et que peut-être que le débat que nous avons à l'heure actuelle sur plus de médecins généralistes sera sans doute aussi télescopé par cet aspect. Ouais. Non, juste une réflexion. Hélène Espérou, la Fédération des centres de lutte contre le cancer, Unicancer. Je voulais juste revenir un peu sur ce qui a été dit et sur en fait les récepteurs. On a beaucoup parlé des émetteurs en fait de données que peuvent être les patients grâce à des applications, mais il faut aussi penser après la construction de l'algorithme aux récepteurs. Et c'est ce qu'a dit Monsieur du Québec là sur l'organisation dans les établissements de santé qu'entraîne la réception de ces messages quand on pense que ces applications vont effectivement aider au parcours du patient. À cet égard, on a eu une expérience dans un centre de lutte contre le cancer où on a montré que sans une application, mais par les appels téléphoniques réguliers pour les patients prenant des thérapies orales qui permettaient d'améliorer la consultation suivante avec le médecin et d'organiser des consultations éventuellement nécessaires au vu des effets secondaires présentés par les patients qui les ont donnés, soit par téléphone, soit lors d'une application. Merci, effectivement, c'est de la co-construction. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde.